Nous sommes engagés. Public. Bienvenue aux Engagés publics. Je suis Jean-Samuel Plante et je suis accompagné de Louis-Philippe Pelquette. Bonjour Louis-Philippe, ça va bien? Salut, ça va? Ainsi que François Larouche. Bonjour François, ça va bien? Salut Jess, ça va toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, cette semaine aux Engagés, on a peur des étranges et la CAQ met vos données personnelles en péril. Donc, cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait de bon, les gars? François? J'ai suivi un peu ce qui est arrivé avec Marois Risky puis toute la crise interne, je me permets de dire la crise interne au PLQ. Avez-vous un peu suivi de quoi je parle? Mm-hmm. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant quand même parce que c'est rare qu'on voit la façade du Parti libéral craquer. D'habitude, c'est un parti qui est quand même assez poli. C'est toujours une formation bien contrôlée. Il n'y a jamais de dissension. Puis là, arrive Marois Risky qui vient révéler que c'est un parti avec du monde normal, qui sont pas toujours d'accord, qui fait même référence à la loi de Pareto avec son 80-20. Fait que je suis tombé sur le cul. Puis j'ai quand même trouvé que c'était un bel exemple d'implication puis de ce qu'on pouvait faire dans un parti que d'essayer de lancer une discussion interne sur est-ce qu'on devrait s'excuser ou pas. Au moins, ce que je trouve de rafraîchissant là-dedans, c'est qu'elle essaie quelque chose. Puis j'aime voir, comme avec Catherine Dorion, qu'on remet en question certains tabous. Hein. Ça veut pas dire qu'on peut tout faire, mais au moins on peut innover. On peut se demander si on peut faire les choses différemment. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié. Puis j'ai trouvé quand même que c'était une bonne idée de faire la réflexion, mais à l'interne. Il aurait fallu que peut-être la chose se fasse entre les députés puis entre l'équipe des libéraux. S'ils veulent faire une grande sortie publique pour dire qu'ils passent à d'autres choses, qu'il y a un redressement, où ils veulent signaler un redressement dans leur vision, je pense que ça aurait fait le plus grand bien. Mais si ça coulait, selon moi, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait intérêt à ce qu'on arrête cette opération-là, qu'on arrête cette réflexion-là, puis c'est malheureux, mais en tout cas, j'ai bien apprécié l'exercice au moins, je trouve ça rafraîchissant. Mais si on regarde Marois Risky, surtout avec l'entrevue qu'on a faite, que vous fallait écouter en regardant les épisodes précédents dans le podcast, ça a l'air d'être quand même une outsider du PLQ. Donc, ouais. Puis c'est une académicienne, elle apprend en ce moment à devenir députée, puis on le sentait déjà dans l'entrevue qu'elle était très libre, comme Catherine Dorion, comme un Sol Zanetti, c'est des éléments, des électrons libres, tu sais. Mm-hmm. Ben, est-ce que ça fait que quand on dit c'est rafraîchissant de voir le PLQ, est-ce que c'est le vrai PLQ? C'est pas le PLQ, c'est les nouvelles personnes qui changent le PLQ, c'est pas... comme toute formation, puis ce que je trouve que ça révèle aussi, puis je sais pas ce que vous en pensez, mais je sens que le PLQ va devenir le lieu de plusieurs luttes. Mm-hmm. Parce que historiquement, ça a été le parti, en tout cas dans l'histoire moderne, très récente, le parti de beaucoup d'allophones, de beaucoup d'anglophones. Il y a une remise en question, est-ce qu'on doit avoir un côté plus nationaliste? Il y a une certaine clique, une élite économique qui a un contrôle à s'assumer sur le Parti libéral. Est-ce qu'on va vouloir se rapprocher de la CAQ? Est-ce qu'on va vouloir, ou on va-tu vouloir garder le contrôle du PLQ? J'ai l'impression qu'il va y avoir des luttes assez fratricides dans le parti, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Sinon, Louis-Philippe, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Moi, j'ai eu une semaine extrêmement difficile, les gars. La semaine, en fait, jeudi dernier, en fait, j'ai fait un enregistrement avec les gars de Québec. On a failli annuler l'épisode parce que le pont de Québec est fermé. Mais on a réussi à se rendre. Non, c'était bien le fun. Je pense que ça faisait quand même une couple de semaines que j'avais pas été dans les enregistrements. Ça fait plaisir de revenir. Et puis, à part de ça, en fait, je pense que la dernière fois, justement, on avait parlé de qu'est-ce qu'on faisait cette semaine. C'était spécifiquement d'écouter le Super Bowl. Et puis, je l'ai écouté. Et puis, je veux pas vraiment en parler parce qu'il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Puis, à part le fait que, non, il y a vraiment rien à dire.
À part que, en fait, Denis, s'il serait là, il en parlerait, mais il y a eu une annonce d'Andy Warhol pendant le Super Bowl, puis on fait un sondage. Je pense qu'il y avait 70% des gens qui savaient pas c'était qui Andy Warhol, puis ils savaient pas qu'il était mort. Fait que il y a une agence quelque part qui s'est dit c'est un super bon concept de com, on va mettre Andy Warhol, mais il faut que tu sois capable de comprendre à qui tu t'adresses. Puis là, je pense que c'est vraiment un cas de pas savoir à qui on s'adresse. Puis on va y faire une fleur à Denis, justement, si vous voulez voir et lire son analyse sur les différentes pubs du Super Bowl, allez voir ses médias sociaux. Il y a un article qui recense un peu une communication, un échange qu'il y a eu avec quelqu'un d'InfoPresse sur le site d'InfoPresse, fait que à lire. Et si on continue à faire des fleurs à Denis, on va appeler ça l'épisode de Denis 2. Sinon, de mon côté, moi, j'ai recommencé à écouter la série Les Pays d'en haut. Puis... Mais la nouvelle version? Ouais, la nouvelle version. Okay, non, pas l'ancienne. Peut-être que t'es comme dans le gars, la soirée t'es encore jeune. Le mardi à 3h, j'ai rien à faire, fait que écoute en TV. Non, mais peut-être t'écoutes les anciens pour pouvoir éventuellement te remettre avec les nouveaux, là, pour suivre l'histoire. Mais je trouvais ça super intéressant comme... puis bon, là, c'est un peu caricatural, mais si on veut parler d'intégration des nouveaux arrivants, comme faire écouter une série comme Les Pays d'en haut, puis dire comme voici genre comment c'était il y a 50 ans, puis voici comment la société a évolué, puis c'est pour ça qu'il y a telle décision. Maintenant, on peut les remettre en question, mais quand on veut, mettons, on parle de laïcité, puis tout ça, c'est pas parce que... peut-être aujourd'hui, là, mais la laïcité qu'on a voulu faire dans la Révolution tranquille, c'était à cause que la société était comme ça avant. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de juste avoir une perspective historique par rapport aux décisions qu'on a prises. Maintenant, on peut les re-questionner, mais il faut comprendre d'où viennent ces décisions-là. Puis, je trouve que c'est un bon moment. Les séries d'en haut, c'est 1900, je crois, dans ce coin-là. Donc, c'est un moment pour comprendre la société pré-Duplessis, pré-Révolution tranquille, puis voir pourquoi la société évolue comme ça. Puis maintenant, ben, si on se re-questionne, au moins on a une perspective historique sur ces questionnements-là. Donc, justement, en parlant de nouveaux arrivants, la grande question qui a traversé le Québec aujourd'hui, ou cette semaine, y a-t-il de l'islamophobie au Québec? Donc, jeudi dernier, le premier ministre, François Legault, il a soulevé un tollé en affirmant qu'il n'y avait pas d'islamophobie au Québec. Mm-hmm. Puis, il a dit que, vu qu'il n'y avait pas d'islamophobie, ben, il n'y aurait pas de journée contre l'islamophobie. Faut se rappeler qu'à Toronto, le maire a déclaré, suite à l'attentat de Québec, là, une journée contre l'islamophobie. Il y a eu de vives réactions. Il y a le président du Centre culturel islamique de Québec, justement, qui était impliqué dans l'attentat, en fait, qui était victime de l'attentat. Dans une lettre, il a dit « Je me suis senti trahi par le premier ministre. Quand je l'ai rencontré, il parlait pas comme ça, puis maintenant, il me parle comme ça, ou il dit ces choses-là. » Valérie Plante a dit « Oui, il y a clairement de l'islamophobie au Québec. » Gabriel Nadeau-Dubois a aussi tweeté des commentaires islamophobes retrouvés sur la page Facebook de François Legault. Puis, même à Gatineau, la mairesse suppléante de Gatineau a été démise de ses fonctions après avoir dit que l'islamophobie n'existe pas. Legault a donc précisé sa pensée en fin de semaine. Il a dit il y a des actes islamophobes, Legault a donc précisé sa pensée en fin de semaine. Il y a des actes islamophobes, mais il n'y a pas de culture d'islamophobie, selon lui. Puis, tout ça au moment où on apprend que la CAQ est divisée sur les signes religieux et sur l'idée d'une clause grand-père chez les fonctionnaires. François, est-ce qu'il y a de l'islamophobie au Québec? N'importe qui a déjà brisé la première règle des internets, là, c'est-à-dire ne pas lire les commentaires, sait qu'il y a de l'islamophobie au Québec. Pour moi, c'est clair, c'est net. On peut rentrer dans une lutte de définition, de termes. Oui, les mots ont un poids. Oui, les mots, c'est important, mais c'est parce que personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. On pourrait parler de racisme, de xénophobie, de peur, mais il y a quand même une peur prononcée sur une certaine religion au Québec en ce moment, puis elle est là. La seule chose que je trouve intéressante dans tout le débat qu'il y a eu cette semaine, c'est que j'ai pas encore entendu l'idée de ne pas opposer les deux sujets. On peut ne pas opposer une volonté nationaliste, une volonté de s'affirmer, et la volonté de lutter contre la peur des autres. Un exclut pas l'autre, puis c'est pas parce que la CAQ est plus nationaliste que soudainement elle est c'est pas facile ce mot-là? Oui, hein? Islamophobe, mais on peut être fier et accueillant en même temps, puis j'ai juste hâte qu'on arrête à un moment donné
de choisir on est-tu un, on est-tu l'autre, et de prendre le meilleur des deux, puis d'avancer là-dessus. On peut être fier d'être, puis comme tu parlais, d'être accueillant, parler de notre histoire, et d'en parler avec les gens de toutes les régions, de toutes les cultures. Je vais revenir sur le débat des mots, de langage, de qu'est-ce qui est islamophobie, qu'est-ce qui est pas islamophobie. Ça va faire le contraire de François. Exactement. Hey! Parce que, en fait, oui, peut-être que la définition, peut-être que si on regarde le mot, on va se dire, ah oui, ça veut dire la peur de l'islam, mais à un certain point, il faut utiliser les mots en prenant compte de qu'est-ce qu'ils veulent dire pour les gens, c'est quoi le sens commun du mot. Puis, si islamophobie, pour le monde, pour le commun, Ouais. ça veut dire... Le monde normal, comme le dirait monde Denis. normal, si on veut. Si ça veut dire, justement, que la haine de l'islam ou la haine des musulmans, ben, pour moi, c'est totalement acceptable, même si on regarde la racine d'un mot, parce que peu importe où est-ce qu'on s'en va, c'est la compréhension des mots qui est importante, puis qu'est-ce que ça veut dire pour les gens. Fait que d'avoir ce débat-là, on peut aller regarder autant qu'on veut dans les dictionnaires qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est la compréhension qui est importante. Là, aujourd'hui, la compréhension de islamophobie, c'est bel et bien une haine des musulmans. Puis, on peut pas dire, comme tu le dis, François, que ça n'existe pas. Moi, la seule nuance que j'aurais à faire, c'est que je me rapproche un peu de ce que François Legault disait, mais il y a un courant il y a l'islamophobie au Québec, mais maintenant, est-ce que la majorité des gens sont islamophobes ou la majorité des gens se questionnent, trouvent que, tu sais, par incompréhension, par méconnaissance, ils font les choses différemment, puis c'est pas une crainte, il y a une ouverture, mais ces gens-là sont pas nécessairement mis en contact, puis tu sais, je pense que des fois, je vais en région, tout ça, est-ce qu'il y a juste qu'est-ce qu'ils font? Puis j'y trouve pas. C'est pas nécessairement quelque chose de. Il y a pas quelque chose de haine, de violence, mais il y a. Une distance? Mais ouais, ou il y a une phobie dans le sens de pas peur, mais dans le sens de. Ils sont pas comme moi, puis je comprends pas ce qui se passe. Mais la minute qu'il y a un employé, par exemple, musulman, puis là, il leur explique, ben ouais, moi, à place de prier sur le banc, je prie, nanana. OK, c'est juste ça. Puis là, ça passe. Fait que oui, il y a de l'islamophobie, mais est-ce que dans la majorité de la population, c'est plus ce que je viens de décrire? Ouais. Tu sais, qu'il n'y a pas quelque chose de négatif envers les gens, mais juste comme un questionnement ou une appréhension. Puis une fois que c'est passé, OK, comme ça s'est fait avec plein d'autres cultures, je veux dire, quand les Grecs sont arrivés, quand les Italiens sont arrivés, il y avait comme ils font des trucs différents, tout ça. Est-ce que la majorité de la population, c'est ça? Puis oui, il y a un courant islamophobe, il y a l'islamophobie au Québec, mais c'est pas quelque chose de répandu dans la population. Je pense que c'est pas mal plus le cas, tu sais. Mais si on est à peu près tous d'accord qu'il y en a, donc une peur de l'autre, est-ce qu'on devrait avoir une journée pour souligner qu'on fait la lutte à ça? Moi, je pense que la journée, ça va être quoi? Une motion à l'Assemblée nationale puis une pin que les députés vont porter. Ça fait pas de mal, là, Ouais. Mais je pense beaucoup plus à une meilleure intégration. Je pense à un reflet dans la culture populaire d'une certaine diversité, sans que ça devienne, faut quand même une proportionnalité pour que les gens puissent se reconnaître dans leur culture, peu importe c'est qui. Je pense que ça va avoir un effet beaucoup plus puissant que porter une pin puis une motion à l'Assemblée nationale. Je suis d'accord. En même temps, je pense que la différence, c'est que pour le commun, c'est quand il y a une journée qui dénote quelque chose, tu sais, on peut parler de journée de la femme ou peu importe, tu sais, ça nous rappelle vraiment qu'il y a une histoire en arrière de ça, qu'il faut réfléchir à ce sujet-là, puis tu sais, c'est pas juste les députés que ça implique. Oui, certainement, ça prend des mesures qui sont pertinentes, qui ont un effet, mais je suis pas nécessairement contre de dire qu'une journée qui est attitrée à un événement ou à une notion en général est négative ou a pas d'effet. Parce que c'est justement les gens le commun des mortels qui se questionnent sur c'est quoi l'islam, ben c'est eux qu'il faut aller toucher avec ça. Puis c'est certain que la PIN ne changera pas grand-chose à l'Assemblée nationale, mais de l'avoir dans le calendrier, ça peut peut-être changer quelque chose. Tu viens d'énoncer quelque chose d'intéressant que la journée de la femme. Pourquoi on ne la vire pas positivement? Pourquoi, tu sais, on parle pas de la journée contre la misogynie, là. Pourquoi on la vire pas, genre, la journée pour l'ouverture et l'intégration? Mais c'est dans un contexte d'égalité religieuse, puis tout ça, puis liberté de religion, mais là, c'est parce qu'il faut que tu le fasses pour tout le monde aussi.
Ben, c'est ce qu'on non, fait mais aussi. c'est ça. Moi, je sais, mais je disais là, vouloir une journée de l'hindouisme. Non, mais tu fais une l'ouverture. journée comme Ah, de l'ouverture l'ouverture. générale, Ah, ben oui, ça, oui, on peut le comme on faire. a le Puis, journée de la femme. est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça existe déjà? Peut-être, puis on n'est juste pas au courant, parce qu'il y en a plein de journées, là, tu sais, quand on regarde des points de presse, des députés, ils ont tout le temps une pin ou quelque chose, puis on sait pas toujours c'est quoi, là. Puis c'est pour ça que je suis pas d'accord avec le premier ministre, mais en même temps, ça ressemble beaucoup à une game de on a eu le premier ministre, on l'a eu avec une mauvaise quote. Tu sais, à un moment donné, c'est une game de termes et de définition. Au lieu de la bonne foi. Voilà. Sinon, passons à autre chose complètement. Réforme informatique au Québec. La CAQ a dévoilé sa réforme de la gestion informatique. On va faire une transition vers le nuage. Le problème, c'est que le Québec confiera l'hébergement des données au privé. Puis, plus de 90% qui va être confié à des sous-traitants américains. Donc, on parle des GAFA ou des GAFAMI. On a Google, Amazon, Microsoft, IBM. Puis, les agences de renseignement américaines, à cause du Patriot Act qui a été signé en 2001, ont accès aux données hébergées sur leur plateforme. C'est quoi le problème de ça? Il y a deux choses qu'il faut voir. Puis on l'a vécu au PQ, moi je l'ai vécu dans ma vie professionnelle. Présentement, la plupart, la génération 1 de l'informatique était hébergée sur des serveurs locaux. Fait qu'un serveur, là, c'était vraiment comme un ordinateur, puis il y avait un disque dur, puis c'était dans les locaux de l'organisation. Puis les gens avaient accès. Le problème de ça, c'est que ton serveur, si jamais tu as un événement où tout le monde veut accéder à ton site web, il est pas capable, c'est un petit ordinateur, c'est quand même un ordinateur puissant, mais je veux dire, il y a un ordinateur qui gère tous les accès, puis ça fait que ça peut planter. Puis souvent, c'est ça qui arrive quand il y a des gros sites qui plantent. Puis la deuxième affaire, c'est que si de l'international, des gens essaient d'accéder, les données, ça prend quand même beaucoup de temps qui passe de, mettons, à Drummondville à Hong Kong, si quelqu'un veut faire une demande de visa, puis tout ça. Ce qui est bien du nuage, c'est que il y a un ordinateur sur lequel notre système fonctionne, mais si jamais il y a une grosse demande, il transfère les données sur un ordinateur qui est plus puissant ou sur plusieurs ordinateurs, puis ils peuvent tout gérer ça, puis ils vont aussi avoir des répliquages de ces données-là partout dans le monde, donc ça va aller beaucoup plus vite pour que les gens aient accès à ces données-là. Fait que c'est très positif, dans la mesure où ça accélère les choses, puis il y a beaucoup plus de flexibilité et d'agilité. Puis si on veut aller dans des applications que le gouvernement donne, ce genre de choses-là, on va avoir besoin de faire ça. Maintenant, c'est à qui on confie ça. Puis c'est à Amazon, à Google, à Microsoft. Puis c'est pour la majorité, c'est de donner ces données-là ou les entreposer aux entreprises-là. Puis c'est là la problématique. Je sais pas si François, t'as quelque chose à rajouter. Moi, je trouve ça très gros parce que, tu sais, c'est pour moi, si on y va à l'essentiel, c'est un autre exemple de la mort du maître chez nous. Puis c'est tough pour le monde parce que tu viens de faire une super belle explication, puis tu as bien vulgarisé la chose, mais c'est extrêmement vague, c'est extrêmement des hauts concepts, c'est pas très clair, c'est pas très concret, fait que c'est difficile de voir ce qu'il y a là. Mais quand on regarde les possibilités, quand on sait simplement que le gouvernement américain et ses services de renseignement ont accès aux données qui sont sur tous ces serveurs de ces entreprises américaines-là, ce qui est totalement légitime, puis ils gèrent leur sécurité nationale. Un bel exemple de souveraineté. C'est exact. C'est mon point. Faut voir ça comme une gestion de nos intérêts nationaux, de nos intérêts supérieurs, puis des intérêts stratégiques de la nation. Parce que toutes ces données-là, on peut dire, ouais, mais c'est ma carte de crédit, c'est où j'habite, c'est mon âge. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie que quelqu'un sache ça? Mais ça donne exactement ce qui s'est passé aux States. Ça ouvre la possibilité qu'une autre nation puisse utiliser contre nous ces informations-là pour nous analyser ou pour nous manipuler ou pour faire de l'identification s'ils cherchent quelqu'un. Fait que ça a quand même un impact réel. Puis normalement, quand tu es une nation qui est fière, qui est souveraine, ta job, c'est de gérer tes données puis de les protéger. C'est ça la job d'un gouvernement. Puis au final, je trouve que, puis je ramène ça aux politiques, c'est ça qui arrive quand tu n'as plus de réflexe nationaliste. C'est ça qui arrive quand tu n'es plus habitué de t'occuper de tes intérêts et de tes affaires. Donc, on commence à poser des gestes comme ça où on se nuit nous autres mêmes. C'est pas bright. Puis je dis pas ça par jeu de partisane, c'est pas parce que la CAQ le fait, c'est pas parce qu'on est là pour chialer, parce que moi je suis nationaliste, puis moi je trouve ça important de s'occuper de ses affaires. Ça va tous les Québécois nous nuire ultimement. Fait qu'on devrait protéger nos données, aller chercher la compétence, puis entreposer ça chez nous. On a déjà fait des choses
très grande comme avec Hydro-Québec dans le passé. On est sûrement capable d'aller chercher les technologies si on les a pas, les serveurs si on les a pas. Puis je suis pas mal sûr qu'on a toutes les capacités pour. Puis on pourrait faire une réforme du gouvernement pour appliquer ça au Québec. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Tu penses qu'on a les capacités, technologiques pour... Parce que dans le fond, là, une des choses, c'est qu'il y a 530 locations, endroits où il y a des serveurs, puis on veut rapatrier ça dans un seul endroit, où les tables vont pouvoir se parler, les bases de données vont pouvoir se parler. Pour avoir été au gouvernement, là, moi je pense que la limite, c'est beaucoup plus la machine que la volonté de la technologie. Okay. Il risque d'avoir un certain coût à ça, je le cache pas, je l'ai pas évalué. Ça, c'est clair qu'il y a un coût. C'est en termes de calcul coût-bénéfice, ça va coûter bien moins cher d'envoyer ça ailleurs. Mais à quel prix? Ah, c'est là la question. Philippe, est-ce que je as rajouté? Ouais, en fait, moi, ce qui me fatigue plus, c'est pas... c'est avant même de penser à dans quel pays ça s'en va, c'est le côté de la responsabilité. Ça me fatigue d'envoyer ces données-là à une compagnie privée. Je veux dire, le gouvernement, il a la responsabilité de protéger nos données. Puis, s'il délègue cette responsabilité-là à une entreprise privée, j'ai l'impression que ça va encore tomber dans une espèce de flou de « Ah, s'il y a une fuite, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute du gouvernement ou c'est la faute d'une compagnie plus ou moins abstraite qui peut-être sans... » Tu sais, je veux dire, c'est une compagnie qui veut faire de l'argent. Surtout que Facebook et Google ont montré qu'ils avaient vraiment à cœur nos données et qu'on pouvait leur faire confiance. Oui, exactement. Puis, tu sais, après ça, tu regardes autant... Tu regardes autant leurs intentions. Je veux dire, eux, leur but, c'est de faire de l'argent. S'il y a quelque chose qui va coûter moins cher, puis peut-être que ça va être un peu moins sécuritaire, mais que ça va répondre aux besoins, ben, je pense pas qu'ils vont s'empêcher de prendre cette décision-là. Ouais. Puis, fait que j'ai vraiment un gros malaise à donner quelque chose qui est privé comme ça, qui est privé aux individus, à des entreprises privées. Mais là, et non pas au toi, tu gouvernement t'attaques public. directement au privé. Fait qu'il y a 20% justement des données qui vont à des hébergeurs québécois privés. Ouais. Si ça avait été 100% privé québécois, tu serais content encore. Encore, ouais. Intéressant. Sinon, si on passe à d'autres choses, on a eu notre nouveau sondage léger. Donc, si j'étais attaché de presse pour le Parti québécois, je dirais le PQ double ses appuis en moins de 2 semaines. Pour rappeler, il y avait un sondage Main Street qui donnait le PQ à 9%. Donc, les résultats, c'est la CAQ est à 42%, le PLQ est à 22%, le PQ est à 18% et Québec solidaire à 15%. Donc, c'est pas si catastrophique que ça pour le PQ. Puis, la lune de miel se confirme pour la CAQ. LP, es-tu content que le PQ ait doublé ses appuis en moins de 1 semaine? Bravo! Ben là, la semaine dernière, j'animais, puis j'avais annoncé que le PQ était dans la tombe. Là, j'imagine qu'il sort de Il est la mort tombe. vivant. C'est le Michael Jackson des partis politiques. Mais sérieusement, la session recommençait aujourd'hui. Là, on est mardi le 5. Ouais. La session recommençait aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'en 2 semaines de congé, les appuis ont réellement... Tu sais, peu importe ce que le sondage va dire, qu'il y ait eu un changement ou pas, il n'y a pas vraiment eu de sortie significative. Non, c'est Main Street. Je veux dire, exactement. Peut-être qu'il y a un billet, dans l'autre bord aussi du côté de celui de cette semaine, du léger. Si je me trompe pas, le Main Street, c'était un sondage pan-national qui faisait qui sondait dans chaque province. Là, tu vas très niché pour aller voir les données du Québec, t'as moins de sources. Ok, ouais, c'est sûr que ça peut. Ben, je sais pas, j'ai pas vu les chiffres. Peut-être qu'il y avait, tu sais, je veux dire, peut-être qu'ils ont eu 2000 répondants au Québec aussi. Puis, dans ce cas-ci, ça serait crédible, là. Mais tu sais, ce que je veux, c'est que le PQ, puis comme toutes les autres partis, là, aujourd'hui, ça recommence, ben, ils défendent leurs idées, ils défendent leurs projets, ils avancent quelque chose, puis ensuite, on regardera le sondage qui va sortir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, puis là, on réfléchira sur les effets que ça a eu. Je trouve ça intéressant que les 3 partis de l'opposition sont quasiment... je vais large, là, mais ils sont quasiment à égalité. 42, 18, 15, c'est pas si loin que ça. 22. J'ai dit quoi? 42. 22, 18, 15, c'est pas si loin que ça. Là. C'est quand même assez proche. Puis je trouve que c'est à l'image un peu du Québec. Là. Les oppositions cherchent, les gens se cherchent. Puis, autant dans les partis que la population. Exact. Puis les partis vont peut-être évoluer, changer, aller plus à gauche, à droite, revoir leur priorité sur l'indépendance ou autre chose. Fait que je trouve ça intéressant quand même.
c'est à l'image des plaques tectoniques qui bougent au Québec. Revoir leur habillement. Sinon, je voulais revenir sur quand même les commentaires des gars la semaine passée, parce que la réaction de Benoît et de Denis, c'était de dire « Ah, voilà, 42%, ça prouve que la job du PQ, c'était de manger le lunch de la CAQ. » J'ai pas de problème avec cette affirmation en termes de pourcentage électoral, et merci LP d'avoir porté le flambeau de l'opposition là-dessus. Ben, je suis tellement en désaccord. C'est une idée de parler de marché politique, mais en termes de... Puis ils l'ont pas dit la semaine passée, hein, on va quand même préciser, mais en termes de position, là, faut-tu rappeler encore que la CAQ... écoute, toutes les partis se sont fait une lutte à quasiment c'était qui le plus progressiste avec des mesures bonbons là. Fait que l'idée qu'il fallait aller à la droite absolument au PQ dans le temps pour aller manger des votes de la CAQ là, ça c'est n'importe quoi. Mais y avait-tu un chemin pour aller chercher ce marché politique là? Ça c'est un autre débat là, je pourrais être d'accord. Mais je voulais juste faire cette précision là. Sinon, moi de mon côté, je profite de ça pour un petit peu parler des différents partis. J'ai remarqué deux choses que j'aimais. En fait, une chose que j'aimais chez le PQ et chez le PLQ. Première des choses, Pascal Bérubé a imposé 4 thèmes à la session. Maintenant, est-ce que l'équipe parlementaire, est-ce que le Parlement va être capable de respecter ces thèmes-là pendant toute la session? On verra, mais je trouve ça intéressant parce qu'on a rarement été capable de faire ça au PQ. On partait d'un endroit à l'autre. Les 4 thèmes, dans le fond, il a dit... Moi, pendant la session parlementaire, je veux parler des régions, d'une espèce de colère qui gronde des régions par rapport au centre. Puis sinon, les autres thèmes, c'est l'environnement, la défense des intérêts du Québec et la justice sociale. Donc, si on est capable de respecter ces 4 thèmes-là, puis on est capable d'orienter autant nos communications dans les médias que nos communications numériques sur ces 4 thèmes-là, là, on bâtit quand même une formation politique qui a des valeurs, on impose des valeurs, puis on commence à imposer une structure, puis une vision d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que ça va être fait? J'ai hâte de voir. Mais c'est ça qu'on réclame depuis des années. Ben, c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, bon, ouf, enfin. Je pense que Pascal Bérubé, il a lu son rapport sur le PQ. Sinon, je trouvais que le PLQ, depuis la défaite, avait des super bonnes communications. Il y a eu une amélioration notable du visuel. Au niveau là, du graphisme, tout ça, on sentait vraiment que il y avait une base qui avait repris le contrôle, puis c'était plus gouvernemental. Ouais. Puis là, on a senti dans les derniers jours que le côté revanchard parlementaire revenait en place. Puis je trouve ça un peu décevant parce que j'étais particulièrement là, intéressé. As-tu un exemple? Aujourd'hui, c'était François Legault échappait une feuille, puis là, c'est une feuille quadrillée, puis c'était brouillon, puis là, c'était comme oui. imposer un rapport unique, puis là, c'était barré, puis tu sais, on tombait dans le cadre, dans le sombre, tandis que le PLQ avait fait des affaires super belles depuis octobre, qui étaient super intéressantes puis motivantes pour la base. Puis, justement, tandis que je suis sur le sujet, je me demandais pourquoi les médias sociaux, particulièrement Facebook, n'appellent pas plus à l'engagement versus au message de com partisan. Parce que, je veux dire, on est d'accord, si t'es pour aimer la page du PLQ ou aimer la page du PQ, c'est parce que t'es déjà convaincu. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas plus à faire des dons, à faire du financement, à faire ce genre de choses-là, au lieu de répéter les mêmes messages? Essayer de répéter des messages, c'est quoi? Ils pensent que les gens vont voir un message négatif comme ça, puis là, ils vont dire « Ah ben oui, je vais aller partager ça. » Tu sais, à tout mon cercle, on le sait, Facebook en organique a peu de portée. Donc, ça sert absolument à rien, puis on devrait être beaucoup plus dans l'action politique au niveau d'une page comme Facebook. Twitter, oui, on peut essayer de faire rouler les journalistes, faire spinner les journalistes, mais on devrait être dans l'engagement lorsqu'on est dans Facebook. Oh my God, tu m'as starté. OK, on va en parler en plus dans 2 minutes, parce que c'est le même mot, c'est le même problème. Puis ça, je m'en fais comme un cheval de bataille. En politique, comment t'es organisé, puis c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur la mobilisation, puis l'engagement, puis l'organisation politique dans ce que je fais, de tout ce qui est politique dans ma vie, c'est parce que c'est ça, comment tu es organisé, OK, qui drive ton output de communication. Puis ça va être ça qu'on va dire tantôt sur le PQ, puis c'est exactement ce qui explique ce que tu viens de décrire avec le Facebook du PLQ. C'est parce qu'en ce moment, au PLQ, tu as une gang de jeunes, dynamiques, compétents, qui font de l'excellent web, qui, des fois,
ont le gros bout du bâton ils ont l'autorité, puis ils ont l'approbation pour publier des choses qui sont trendy, qui sont innovantes, qui sont intéressantes, qui vont attirer l'attention, qui donnent enfin un autre ton puis une autre saveur au PLQ. Puis là, soudainement, tu as une autre gang, plus proche de l'esprit des relations de presse, qui ont de l'expérience, qui sont très bons dans les relations de presse, mais qui fondent leur vision de ces relations-là sur l'attaque, la contre-attaque, des tactiques trop souvent négatives, qui eux autres, là, ont le bout du bâton. Fait que là, on se ramasse avec une communication en output. Elle est déterminée par cette joute interne, parfois les conflits internes, parfois pas. Parfois, c'est les boss qui décident. Mais quand tu n'as pas de plan, puis quand tu laisses ce combat se faire, là, c'est ça que ça donne, des hybrides. Ben écoute, François, je pense que tu étais dans le sujet. On va continuer avec le rapport accablant qu'il y a eu au PQ. On a appris dans un rapport interne, suite à l'élection qui a été écoulé aux médias, que l'Élysée dirigeait tout sans consulter, qu'il y avait des problèmes de communication interne, qu'il y avait un conflit entre l'équipe du chef et l'équipe de la permanence, qu'il y avait une gestion de crise entourant Michel Blanc qui aurait ébranlé l'équipe alors que l'Élysée n'aurait pas pris en compte le passé virtuel de la candidate. Puis l'idée d'un ticket, dans le fond, d'une chef et co-chef, l'Élysée-Yvon, n'a pas été du tout concluant. Malgré tout ça, Véronique Yvon s'est abstenue de dévoiler un intérêt pour la direction du PQ avec un sondage qui lui est très favorable. Tu veux continuer sur ta tirade? En tout cas, c'est sûr que, comme on a vu sur le Parti libéral, sur le... Je vais peser mes mots, là. Sur ce qu'on a eu comme campagne au Parti québécois, ça avait très, très, très bien parti. Mm-hmm. On a senti qu'il y avait un tiraillement interne, ce que le rapport énonce. Puis je pense que c'est pas surprenant que on a eu une certaine improvisation parfois, étant donné qu'il y avait cette lutte interne-là. Tu sais, je veux dire, quand tu as un plan de match, tu essaies de le suivre le plus possible. Puis tu réagis aux événements pour essayer de ramener ça après ça à ton plan de match puis à ton message général. Fait que les luttes internes me surprennent pas, puis je trouve que ça a été justement, ça l'a orienté le résultat qu'on a eu. Après ça, que Jean-François Lisée est quelqu'un qui micro-manage, je peux pas cacher que ça fait partie de l'expérience que j'ai eue à la permanence nationale du Parti québécois. Je pense que tout le monde le confirme. On a eu un meeting avec lui ou deux, puis on l'a senti, puis on l'a même challengé là-dessus. Est-ce qu'on a assisté à l'échec au niveau du PLQ puis du PQ ou à la destruction du modèle du parlementarisme avec aussi la perte de rayonnement des médias où est-ce que les points de presse, les périodes de questions, le sujet du jour, tu sais, le tel CHSLD où ce qui se passe, telle affaire puis c'est effroyable puis tout ça, mais est-ce que le manque de structure, puis le manque de valeur, de principe, de communication, de thème, comme qu'on parlait tantôt, a contribué à l'échec du PLQ et du PQ, je le crois fortement. Puis c'est là où est-ce que les permanences dans l'organisation n'ont pas été mises de l'avant, où est-ce que on pensait pouvoir juste être élu avec l'écosystème médiatique en répondant au jour le jour. Puis vu que le PQ et le PLQ est déçu, mais la CAQ, même si elle avait peu de choses de concrètes à proposer, a réussi à se faufiler. J'étais pas tant que ça, disons, à l'extérieur, mais quand même pas mal plus que vous autres. Puis de mon point de vue, j'ai vu peut-être un peu avant le déclenchement des élections, ça parlait de « Ah, ce mois-ci, ça va être le thème de ça » ou « Cette semaine-ci, ça va être le thème de ça ». Puis ça l'a comme poursuivi un peu pendant la campagne électorale, mais ils n'ont pas été capables, puis je sais pas si c'est justement de la faute à l'Élysée ou je sais pas trop, mais ils n'ont pas été capables de vraiment se concentrer sur ces thèmes-là. Fait que, tu sais, une nouvelle semaine arrivait, ils sortaient un nouveau thème, ils faisaient beaucoup d'annonces à ce propos-là. T'as 8 priorités là, à chaque lundi qui sortent, qui sont différentes. Ouais, c'est ça. Puis après ça partait dans tous les sens. Fait que j'ai l'impression que, comme vous dites, tu sais, il était pas capable de se mettre, de focusser vraiment sur un point précis. Puis on veut, c'est peut-être tentant parce qu'on est bon, en fait, les gens des PQ sont bons à taper le clou sur le chef. Mais c'est une culture de parti qui est en place depuis des années,
Ou est-ce que, quand on dit qu'on mange les chefs là, au PQ, c'est peut-être parce que, justement, on n'est pas capable de sortir du jour, du day-to-day, puis d'aller focusser. Puis mon expérience sur la course avec Pierre-Carl Péladeau, puis justement Alain Lupien, là, on a parlé la semaine passée qui démissionnait, mais Alain avait des visions claires, il y avait 4 thèmes, puis ça a été ça qu'on a martelé, puis on a dit non, on répondra pas à toutes les petites niaiseries que les médias vont sortir, on laissera ça à l'attaché de presse, mais quand le chef va sortir, c'est pour répondre à des enjeux sérieux, puis on a un plan de com, puis on lâchera pas. Puis quand il a été élu, puis quand il a été avalé par la machine parlementaire, puis par le parti, mais la même chose est arrivée. Puis là, on est retombé dans cette dualité-là de est-ce qu'on est dans la communication au jour le jour versus l'engagement à long terme. Puis il se retrouvait pas là-dedans en plus. Exactement. Fait que, je veux dire, oui, c'est facile de taper sur l'Élysée, mais je pense que ça a toujours été le cas de tous les chefs depuis Boisclair, puis peut-être avant ça, là. Puis ce que tu proposes, là, la CAQ l'a fait. Puis la CAQ a probablement gagné là-dessus. Parce que les relations publiques vont toujours être importantes. Les communiqués, les points de presse, ça va toujours être important, il va falloir en avoir. Puis la CAQ en a fait beaucoup, mais ils ont martelé sensiblement les mêmes thèmes depuis quelques années. Fait que les Québécois savaient un peu, grosso modo, qu'est-ce qu'ils achetaient en votant la CAQ. C'était peut-être vide, là, c'était peut-être une boîte vide, mais ils savaient qu'est-ce qu'ils achetaient. Ils savaient qu'est-ce qu'ils achetaient, tu sais. Donc, si on revient dans le monde des sondages, mais au niveau fédéral, au Québec, on a vu un effondrement du NPD qui est passé de 48 à 8 %. Ouch! Mais on parle sur plusieurs années, là. Sinon, on a eu une montée soudaine du Bloc qui est maintenant égale avec le Parti conservateur à 21 % pour les deux partis. Puis sinon, on a le Parti libéral du Canada qui flotte à 39 %. L'élection s'en vient, on dirait qu'au Québec, on n'en parle pas tant que ça. C'est encore dans longtemps, mais qu'est-ce que vous en pensez, les gars? En tout cas, pour le Bloc, comme dit le mème, that escalated quickly, hein? C'est comme... Ah! Je savais spinner, moi aussi, je dirais, en 2 mois, on a triplé nos appuis. Mais pour le NPD, ce que je trouve intéressant, c'est quand même qu'on dirait que le résultat d'une certaine absence médiatique, c'est ça, une certaine absence aussi de thème et de défense du Québec. Puis je m'intéresse vraiment sur un effet CAQ. Est-ce que, vu que par la lune de miel, on sait qu'on a une expression quantitative de la fin d'une appréciation d'une autre façon de gouverner qui est plus nationaliste, est-ce que le Bloc fit actuellement avec ce que les Québécois aiment? Je sais pas ce que vous pensez. Je pense que oui, mais je pense qu'il y a encore une définition à faire. Je veux dire, il y a eu tellement de bordel avec Martine Ouellette puis tout ça que là, Yves-François Blanchet est en place, mais il va falloir qu'il... Son message est différent aussi. Le message va être différent, mais il va falloir qu'il le définisse. Puis bon, il a commencé à faire le tour des médias, mais il va falloir que ça se reflète dans l'espace numérique. Tu sais, moi, je suis dans Outremont, il y a une partielle présentement, puis les affiches, il y a une photo, il y a un nom, il n'y a pas de slogan, puis c'est peut-être une manière de faire, mais il manque un petit peu de substance, il n'y a pas d'affiche thématique sur des sujets, puis je comprends que c'est arrivé vite. Ouais, puis, ça va pas arriver cette année. Mais il va falloir que pour l'élection, il y ait des thématiques, il y ait plus que juste une photo sur un poteau. Là. Il va falloir rappeler les valeurs du Bloc, je pense, pour que ça rayonne. M'inquiète pas qu'Yves-François qui a un message super clair, puis qui arrête pas de le répéter, qui est la défense des intérêts du Québec principalement, puis on va parler de souveraineté après. Là-dessus, il est assez clair. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir, pour pouvoir dire qu'il y a un impact, il va falloir que ça vienne, puis pour que le Bloc vraiment cimente ses appuis. Là. Je suis intéressé par ce que tu as dit à propos de la CAQ, puis je sais pas, est-ce que les Québécois sont satisfaits? Fait que, dans la vie? Dans la vie, avec la CAQ, tu sais, je veux dire, on l'a dit, les Québécois... en général, mettons, ils ont une lune de miel avec la CAQ. Mm-hmm. Est-ce que ça les satisfait? Est-ce que ça les suffit? Puis ensuite de ça, peut-être qu'ils se retournent vers autre chose, puis, je veux dire, sont moins intéressés au côté fédéral ou à vraiment prendre position. Je sais pas trop, mais, tu sais, justement, en regardant les chiffres du NPD, le NPD... Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment l'intention de défendre les intérêts du Québec spécifiquement. Peut-être que c'est quelque chose que le Québec est habitué d'avoir au fédéral. Tu sais,
pendant quand même franchement longtemps, on a été assez fort du côté du Bloc. Ouais. Est-ce que les Québécois sont habitués de se faire défendre puis qu'ils s'attendaient ça de la part du NPD? Peut-être. Ça s'est pas vraiment passé. Mais tu sais, on parle de 2011, mais 2015, on a quand même une élection. C'est une majorité de députés libéraux qui ont été mis en place. Puis là aussi, je pense que... Là, c'était la déconfiture du Bloc, puis c'était on sort les conservateurs. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses en jeu. Puis là, ben, on parle de Justin Trudeau qui nous fait un peu un pied de nez quotidien en investissant l'argent, peut-être, bon, certains vont dire pas mal souvent ailleurs qu'au Québec, puis essayer d'imposer sa volonté contre la nôtre. Je pense que les Québécois, en général, sont peut-être satisfaits de ce qu'ils ont provincialement, ou en tout cas au niveau national, puis insatisfaits de ce qu'ils ont au niveau fédéral. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'on pourrait même le déconstruire encore plus loin, ou en tout cas le traduire en déni, entre guillemets, parce que si tu enlèves l'étiquette nationaliste, là, j'ai l'impression que l'émotion derrière tout ça, là, c'est qu'il y a-tu quelqu'un qui s'occupe de moi, y a-tu quelqu'un qui va me défendre. Puis quand tu as eu les libéraux fédéraux, il y en a qui sont très satisfaits à cause des retours pour les familles, mais il y en a quand même qui se sentent beaucoup laissés, trahis. Il y a quand même une augmentation de certaines taxes. En plus, à Québec, on a eu les libéraux pendant des années. Je sens quand même un peu un soulagement de voir un gouvernement qui semble s'occuper de défendre une majorité québécoise, tu sais, un vent plus assumé nationaliste. J'ai l'impression que c'est pas tant l'étiquette nationaliste, mais la question c'est plus, y a-tu quelqu'un qui va me défendre enfin dans cet univers-là? Puis le Bloc semble répondre à ça, on dirait. Une chose qui est importante, peu importe les résultats des sondages, c'est de décider qui on appuie, trouver les gens qui ont nos valeurs les plus proches, puis aller s'engager avec ces partis-là. Au niveau national, toutes ces partis-là sont en train de monter leur campagne. François t'a partagé des posts que les libéraux publient pour la prochaine élection. Puis chaque parti est en train de faire, que vous soyez, que vous aimiez les libéraux, les conservateurs, le parti populiste de Maxime Bernier, que vous êtes le Bloc ou le NPD, allez vous engager, écrivez sur le site. Vous avez un talent, que ce soit un talent de création, un talent technique, les partis vous recherchent, puis c'est là que vous allez avoir un impact, vous allez pouvoir changer les choses de l'intérieur, puis au final changer les choses sur votre quotidien en s'impliquant dans les partis politiques. Donc, même si l'élection est loin, allez vous engager maintenant. Comme le verglas qui revient sur notre province cette semaine, on ramène un vieux segment, le trop long pollu. Il y avait tellement de stock cette semaine, là, je peux pas m'en sauver. Donc, on survole un peu rapidement là, l'actualité de cette semaine. Donc, il y a eu le pacte pour la transition. Il y a d'ex-ministres de l'Environnement qui ont écrit à Legault pour lui demander de supporter le pacte. Il y a un ministre caquiste qui a autorisé le congédiement d'un lanceur d'alerte. La CAQ relance le plan Nord. Les députés caquistes ont été sensibilisés sur la corruption et le crime organisé. Les grandes villes plaident pour un dialogue direct avec Ottawa. Le PLQ rejette définitivement le compromis de Bouchard-Taylor. Québec haussera le salaire minimum de 50 sous de l'heure. PKP est intéressé à acquérir Théo Taxi. Le PQ demande une augmentation de la proportion de personnes immigrantes connaissant le français. Québec solidaire s'offre une journée de réflexion pour prendre position sur la laïcité. Pablo Rodriguez sous-entend que le Bloc est raciste. Trudeau devrait s'excuser, dit François Blanchet. Puis, scandale du recensement des enseignants voilés. Selon la CAQ, le gouvernement du PLQ avait lui-même demandé aux écoles de faire le recensement du nombre d'enseignants portant un signe religieux et les résultats sont même disponibles. Les gars, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oui, Philippe? Le premier sujet. En fait, le pacte pour la transition. En fait, c'est pour rappeler à tout le monde de quoi il s'agit. Il y a 6 anciens ministres de l'Environnement du Québec qui ont demandé au gouvernement de Legault de faire adopter un projet de loi sur le climat. Ça a été soumis en décembre et puis ça pousse encore le point sur la protection de l'environnement. Là, on va peut-être encore entendre des gens qui disent « on est juste 7-8 millions, là, mais sur 8 milliards. » Faut se parler, oui. Mais, je veux dire, faut commencer à quelque part, puis c'est pas la première fois qu'on en parle ici. On avait d'ailleurs passé pas mal de temps à parler de ça quand on parlait à la démission de Nicolas Hulot. Ouais.
Mais je pense que peut-être qu'on n'est pas revenu suffisamment, ou peut-être qu'il y a des fois certaines positions qu'on a défendues qui gardaient pas à 100% l'environnement derrière la tête. Je pense que oui, il faut l'adopter, il faut passer à l'action. Je veux dire, on n'arrête pas de parler de « Ah oui, il faut le faire », mais là, il faut passer à l'action, puis je pense que j'encourage tout le monde à aller regarder c'est quoi le pacte, à aller regarder aussi c'est quoi le projet de loi qui est proposé, puis dites votre opinion. Allez, écrivez à votre député, appelez votre député, faites ce qu'il faut. Il y en a beaucoup d'entre vous, j'imagine, qui sont représentés par la CAQ. Ben, allez-y, allez les voir, puis parlez-leur d'environnement. Dites-leur que c'est important pour vous. Parce que je vais faire un suivi sur ce qu'il dit. Je vais même faire du millage sur ce que tu dis, LP, parce que c'est super intéressant. Puis j'allais même pas le prendre sur ce sujet-là, j'allais le prendre sur la laïcité, mais c'est comme le registre sur les armes à feu. C'est exactement un sujet où tu peux faire ce genre de geste-là. Si tu veux réellement changer quelque chose, là, un moyen super facile, c'est d'appeler son bureau de député. Puis les gens qui nous écoutent peuvent le faire, ils peuvent appeler au 1-866-député avec un S, 1-866-député avec un S. Tu demandes ton député, tu demandes à lui parler, calmement, on lui pose sa position sur le pacte ou sur les changements climatiques, qu'est-ce qu'il fait. Si on est content, on lui dit bravo, puis si on n'est pas content, bon, on lui partage calmement ce qu'on aimerait qu'il fasse, puis ça, là, ça a tellement d'impact. Je sais pas justement si tu avais des gens qui t'appelaient dans le bureau de comté. Oui, j'ai travaillé au bureau de comté de Pierre-Carl Péladeau à Saint-Jérôme pendant 3 mois, puis effectivement, puis surtout, là, c'était un chef en plus, fait que les gens qui appelaient, ça se rendait à lui à un moment donné. Là. C'était comme, j'ai reçu 22 appels sur tel sujet. Je dois avouer que Pierre-Carl Péladeau, c'était comme une figure polarisante. J'avais mon lot de weirdo, là. C'était peut-être même la majorité, mais quand je parlais à des gens qui avaient un peu de sens, c'était intéressant, puis ça se rendait à la directrice du bureau, puis ça se rendait clairement au député, là, ce genre de choses-là. Puis c'est le contact direct que vous pouvez avoir avec lui. Sinon, peut-être que je devrais pas dire ça, mais si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, il va avoir l'adresse courriel de votre député. Donc, ça va être par exemple benoît.charette.2mont ou 2m@asnat.qc.ca. Puis ça, c'est son adresse de bureau de comté. Mais, petit secret, si vous enlevez le 2mont ou le nom de comté, ça se rend directement dans son iPhone. Fait que je vous invite à vous engager puis à contacter directement votre député dans son iPhone. Bravo. T'avais rien, toi? Oui, moi, je voulais parler de Pierre-Carl Péladeau. C'est arrivé ce matin qui voudrait racheter Théo Taxi. Je trouve ça intéressant. Ça suit sa logique personnelle. J'ai hâte de voir, il le fait à titre personnel. Autant j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour la campagne. Je trouve que les dernières décisions, ce qui s'est passé par rapport au financement du parti, tout ça, j'ai un questionnement par rapport à l'habilité de gérer ça. Puis j'ai hâte de voir Théo Taxi. Pour moi, ça va être une manière de voir si, s'il y a vraiment l'étoffe de l'homme d'affaires qu'on dit, s'il est capable de ramener ce modèle-là qui a échoué, ça va prouver que vraiment, je pense que c'est un homme d'affaires qui est capable d'avancer. Puis si c'est pas le cas, ben mon questionnement va être latent. Puis l'avenir politique va être aussi relié à ça. Là. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui a des valeurs, mais qui agit aussi pour ça. Exactement. Parce que Pierre-Carl, ça fait longtemps qu'on sait qu'il roule en Tesla, qu'il en parle souvent. Il roule pas en Tesla? Non, il voulait que Julie lui achète une au mariage, mais elle l'a pas fait, puis il était un peu fâché. Non, il a acheté une motocross. Non, il a dit j'ai pas besoin de ça, une Tesla. Je veux dire, ma vôtre, elle fait la job, puis elle se rend de Montréal à Québec, là. Pourquoi je roulerais là-dedans, là? Je veux dire, ça fait la job, là, puis j'ai pas besoin de payer 100 000$ pour un char qui va faire la même affaire. J'ai sûrement dit la même crise d'affaires. Là. Exclusivité, engagé public. Donc, sinon, suggestion de la semaine. Moi, j'ai une suggestion un petit peu loufoque. Si vous voulez connaître, puis là, je parle aux adversaires du parti, si vous voulez connaître tout sur le Parti libéral du Québec, au Café Carrousel, à la place Ville-Marie, j'ai encore cette semaine, je vais souvent là, c'est proche du travail, John Parizella s'installe avec un paquet de conseillers. L'autre jour, il était avec Pierre Arcan.
OK, puis je vous jure, ils discutent la stratégie du Parti libéral à voix haute. C'est vraiment... J'ai envie de les enregistrer. L'autre jour, j'écoutais, ils parlaient de ce qu'elle allait faire dans la prochaine session, puis tout ça. Puis ils sont juste assis. Tu sais, on se dit souvent, les libéraux sont dans un club privé ou d'ailleurs du faire. Non, c'est un petit café. Bon, les lattés sont quand même $5, là. C'est pas accessible à tout le monde, mais tout se passe au Café Carousel à la Place Ville-Marie. Une autre exclusivité, engagé public. Sinon, Louis-Philippe, qu'est-ce que t'as proposé, toi, pour cette semaine? Moi, je vous propose au Centre des sciences de Montréal, il y a un événement qui s'appelle Les Audacieuses, sciences et technologies au féminin. Donc, en fait, ça, c'est le 10 février au Centre des sciences de Montréal, en partenariat avec l'UQAM et notamment une foule d'autres participants, là, comme CGI, LMNTI, MDA, Polytechnique Montréal, Pratt & Whitney, Ubisoft. Peu importe, une quantité assez phénoménale de compagnies qui participent à cet événement-là. T'as pas parlé de Services Partagés Canada? On lit dans tes notes, LP. Puis, dans le fond, le but, c'est de mettre en vedette le domaine des sciences pour les femmes, pour les filles notamment. L'accès est gratuit pour les filles de 17 ans et moins. Donc, si c'est peut-être le temps de choisir une carrière, on cherche un peu qu'est-ce qu'on veut faire, c'est non seulement le côté carrière, mais aussi le côté exploration des sciences en général. C'est vraiment un bel événement pour où est-ce que justement c'est mis à l'honneur. Parlant de femmes, on se cachera pas qu'on est tous aux engagés publics des gars blancs, il n'y a pas beaucoup de diversité. Alors s'il y a à l'antenne des auditrices qui voudraient participer aux engagés publics, pour qui notre objectif de informer, divertir, mobiliser, ça les intéresse, qui veulent participer à ça, ce qu'on demande pour faire ça, c'est simplement d'avoir une expérience quand même politique. C'est-à-dire d'avoir été organisatrice, d'avoir été conseillère, d'avoir travaillé dans un parti politique. Peu importe le parti, faut que vous sachiez quand même qu'on est progressiste et indépendantiste, mais passer ça... Nationaliste, on pourrait... Ouais, tu pourrais avoir un bon débat. Marois Risky, ça m'aurait pas dérangé, là. Mais passer ça, vous voyez un peu notre description, puis je suis content que tu spécifies JS. Je pense qu'on est bien ouvert à ça. Donc, écrivez-nous. Vous pouvez nous écrire à info@engagépublic.com, info@engagépublic.com, puis on va vous accueillir les bras ouverts. Donc, c'était notre balado de cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et maintenant Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et YouTube. Et engagez-vous en visitant notre site web à engagépublic.com. À la semaine prochaine. Bye! Ça fait un deux mon gars. Ils sont juste assis avec leur tasse comme un café. Là. Mais là, il faudrait faire telle affaire, telle affaire. Ton tatou, ça va être... C'est comme la fois où Jean a fait un Maroon 5.